Les dossards des Français, Antonin Guigona ouvrira le bal avec le dossard numéro 6. Quentin Fillon-Maillet partira lui avec le 23. L'aîné des frères Fourcade, Simon, avec le 64. Juste derrière lui, Martin partira avec le 67. Notez bien l'heure, 17h48 et 30 secondes. Jean-Guillaume Béatrix avec le 76. Et Simon Détieux, lui, partira avec le 87. On se retrouve tout de suite. C'est une tempête qui vous accueille ce soir du côté d'Östersund pour le coup d'envoi de cette saison 2015-2016 sur l'antenne de l'équipe 21. Le coup d'envoi en ce qui concerne bien évidemment les épreuves individuelles. On le sait, Gilles, cette ouverture ici en Suède, très haut en latitude, est toujours délicate. Et ce soir, eh bien, ça va être le cas, comme très souvent. C'est reparti, Östersund, bienvenue à Östersund. Effectivement, à chaque fois, il y a énormément de vent, des conditions délicates, un grand lac juste à côté qui amène énormément d'humidité, donc qui complique le travail de nos techniciens qui sont affairés depuis ce matin. Alors que l'on voit hein, effectivement cette liste de départ pour ce premier individuel de la saison, 106 biathlètes seront au départ, parmi ceux-là 6 Français. On va rappeler très rapidement les dossards. Antonin Guigona sera le premier d'entre eux, Quentin Fillon-Maillet avec le dossard 23. La neige, elle a fait son apparition il y a de cela quelques minutes. On espère d'ailleurs, Gilles, que ces précipitations resteront sous forme de neige, car on annonce de la pluie tout simplement sur la fin de course. Effectivement, j'ai causé avec Stéphane Bouture, l'entraîneur en chef du biathlon français, ce matin. Ils ont des infos météo et a priori ça partait en neige aux alentours des 17h. Bon, ils ne sont pas trompés. Et ensuite ça devrait tourner en pluie. Et puis le vent là, il n'est pas très fort, mais il devrait tomber, on va dire, en fin de course. La neige vient seulement de commencer à vraiment tomber. Je vois que de visu que la neige est encore un peu lustrée. C'est un pari. De toute manière que chaque nation a pris et les tout premiers devraient avoir une piste à peu près clean, même si plus personne ne skie dessus. Par contre, si ça continue comme ça à partir du dossard 20, 25, tout ça, il se peut que ça commence à mal se passer. Avec le choix par exemple pour les Français d'avoir mis Simon et Martin Fourcade aux alentours donc du 64 et du 67. Donc on peut imaginer que du côté de l'encadrement, on a pensé laisser partir toute une vague de biathlètes sur la piste et de profiter peut-être d'une piste qui aura lustré au fur et à mesure de la compétition. Exactement, c'est tout à fait ça, surtout si ça s'arrête de neiger comme c'est prévu. Au fur et à mesure des passages, la piste va donc lustrer, se glacer en surface comme on a pu le voir le week-end passé et donc accélérer. Donc c'est un choix, un pari. C'est Michal Kmar, le Tchèque, qui va ouvrir le portillon de ce premier individuel de la saison. Alors c'est pas forcément le Tchèque le plus connu, hein. Ondrej Moravec, Michal Schlesinger font partie du relais mixte champion du monde du côté de Kontiolahti. Michal Kmar, ses résultats sont un petit peu plus en dents de scie, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Pour vous donner un ordre d'idée, même si l'an dernier c'était un petit peu la loterie, ça pourrait être le cas ce soir. Kmar avait terminé 80e de l'individuel ici même. Voilà, après c'est ce que disait Martin, l'individuel c'est une course spéciale, tout peut arriver. Les Tchèques ont une très bonne école de tir. Aujourd'hui il y a quand même des conditions avec du vent qui sont difficiles et moi je suis incapable de vous donner un pronostic. Voilà. Alors que Benedikt Doll s'élance également. Benedikt Doll qui a très bien terminé la saison dernière avec une 3e place sur le sprint de Khanty-Mansick et il avait enchaîné d'ailleurs avec une 2e place sur la poursuite. On va peut-être rappeler le format tout simplement de cette individuelle, Gilles. La course la plus longue, la course originelle du biathlon tout simplement. Exactement, ça fait partie de l'histoire du biathlon. La première fois que ça a été fait aux Jeux Olympiques, c'était en 1960 à Squaw Valley. C'est la course originelle effectivement. Donc le format c'est 5 boucles de 4 km, un tir couché au bout de 4 km, un tir debout pour le tour d'après, un tir couché et un tir debout, et pour chaque balle ratée c'est 1 minute rajoutée au temps de course. On ne va donc pas tourner sur ce fameux anneau de pénalité sur ces 150 mètres. Ça coûte d'ailleurs plus cher entre guillemets puisque l'anneau de pénalité, allez, c'est 25-30 secondes
selon les anneaux. Là, c'est 1 minute finalement de prix au chrono automatiquement. Voilà, c'est exactement ça. C'est 1 minute pris au chrono. Et chaque balle ratée coûte vraiment très très cher. Sur le sprint, 25 secondes. Un athlète comme Martin peut éventuellement pouvoir aller les chercher. Sur l'individuel, ça commence à être très cher, d'autant qu'il y a vraiment du monde en face. On a vu Sergei Semenov avec son dossard rouge partir, l'Ukrainien. Il a gagné donc le globe de la spécialité. Depuis quelques années, l'IBU réduit quand même drastiquement le nombre d'individuels. On va rappeler pourquoi également, Gilles, d'un mot. Ça n'est pas forcément un format très visuel. C'est pas la course la plus excitante, ça c'est sûr. Par contre, vu que ça fait partie vraiment de l'histoire du biathlon, on la conserve. Il y a 3 courses par an, dont une au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Mais à côté de ça, bien sûr, quand on a affaire à un sprint, une poursuite et surtout une mass start, il n'y a pas de comparaison au niveau du spectacle. Antonin Guigona, c'est le premier Français à s'élancer. Il est tout jeune, 24 ans, c'est la relève de cette équipe de France. 4e Coupe du Monde pour Antonin Guigona. On l'a rencontré comme l'ensemble de l'équipe hier soir. Et même malgré sa jeunesse, et même si cette course, l'individuel, requiert pas mal d'expérience, il est capable de performer. On l'écoute. Je pense qu'on peut être performant au moins sur un individuel, être bien sur les skis ce jour-là pour tenir les 20 km à un bon rythme et puis mettre un 19 ou un 20 sur 20. Ça c'est faisable. Après je pense que l'expérience ça permet de mieux se connaître physiquement pour tenir les 20 km, parce que maintenant voilà, pour faire un bon temps ski sur le 20 km, il faut partir très fort et tenir la distance. Moi pour l'instant si je pars trop fort, j'arrive pas au bout, quoi. Et au tir c'est pareil, il y a une gestion des émotions à avoir, parce qu'on sait que si on met une balle à côté de la cible, c'est 1 minute de pénalité qui s'affiche instantanément sur le chrono, et 1 minute ça peut aller déjà nous classer assez loin. Antonin qui parlait notamment d'un 19, d'un 20 sur 20 pour pouvoir remporter un individuel. Aujourd'hui, ça n'est pas certain que ça se joue à 19 ou 20, Gilles. Vu le vent qu'il y a, ça va être très difficile. Pour parler juste d'Antonin 2 secondes, c'est un gars que j'ai entraîné 2-3 ans quand en IBU Cup. Il est bourré de talent. S'il garde son sérieux aujourd'hui et qui fait effectivement 19 ou 20 sur 20, ça pourra payer. Les Norvégiens sont de sortie, ils sont nombreux. On retrouvera Emil Svendsen, on retrouvera le toujours jeune Ole Einar Bjørndalen, l'homme aux 94 victoires sur le circuit du biathlon, mais pas seulement, Gilles. Non, il a gagné alors je sais plus quelle année, là c'est un piège. Ça fait quelques années. Une course de ski de fond spécial à l'ouverture, donc ça prouve son talent. C'est vraiment un grand bonhomme, c'est un géant, c'est le biathlète pour l'instant de l'histoire. Effectivement, quand on pense que Martin Fourcade a pris une 22e place justement en ouverture de saison cette année sur un 10 km libre, vu la qualité du ski, il est bien au-dessus du plateau, Martin Fourcade à l'heure actuelle, et ce depuis plusieurs saisons. C'est dire donc encore la qualité de la performance réalisée par Ole Einar Bjørndalen. Mais s'il n'y avait que ça au niveau du palmarès, il est bien évidemment au-delà. Il nous faudrait une semaine pour tout raconter. Oui, exactement, il nous faudrait bien plus qu'une course. Les Russes également sont là avec Yevgeny Garanitchev, Karen Hermits, l'Estonien. Pour Garanitchev, vous avez vu, il est en cours de préparation. Il s'élancera dans 1 minute puisque les athlètes sont séparés de 30 secondes à chaque fois. Pour cet Estonien, pas de grands résultats finalement. 71e place au classement mondial la saison passée. Brennan Green, le Canadien, 32e lui.
la saison passée, le biathlète de Canmore, il aura donc l'occasion de skier à domicile. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, Gilles, d'aller faire cette tournée nord-américaine. Ah ouais, c'est génial. Pour eux, les Canadiens, nation qui est en train d'émerger avec le podium du week-end passé. Ils travaillent très bien, ils sont en train de monter une belle équipe. Et on rappelle effectivement que la doublette Smith et j'oublie le nom de la biathlète féminine malheureusement de Crawford. Oui, effectivement, eh bien cette doublette là est montée sur le podium. C'était un piège, Gilles, et vous l'avez parfaitement évité. Allez, Michal Kmar donc qui fait plus qu'entamer déjà cette boucle de 4 km. On le disait à l'occasion du relais mixte dimanche, c'est pas forcément le tracé le plus compliqué de la saison, mais qu'est-ce qu'il est casse-pattes. Ouais, il est casse-pattes parce que comme le disait Florence, il y a énormément de changements de direction. Les bosses sont pas forcément très pentues, mais il faut toujours être en prise, notamment même dans les descentes où il y a beaucoup d'appui, ça veut dire qu'on bosse énormément sur les jambes. Et puis par contre sur cette boucle de 4 km, quand on est tout au fond, on est en prise pendant un très très long moment pour remonter. Ça dure plusieurs minutes pour le faire. Donc à la fin, je pense qu'il va se jouer des choses au dernier tir debout. En revanche, est-ce qu'on n'est pas un petit peu plus protégé au niveau de cette boucle liée en grande partie dans la forêt par rapport au vent, bien évidemment? Bien sûr, au niveau du ski, on est protégé. Ça, c'est une évidence. Il y aura peut-être un peu moins de neige qui va tomber puisqu'on est en pleine forêt. Mais malgré tout, voilà, on voit là que ça va pas très vite. Pour FAC aujourd'hui, je parle en termes de rythme et que la neige est quand même relativement lente, même si c'est un individuel et qu'il faut gérer. On a vu bien évidemment les techniciens s'affairer peut-être plus que de coutume, vu vous qui avez passé de nombreuses années après votre carrière d'athlète dans l'encadrement, mais également en tant que technicien, on a pu remarquer qu'il y avait une effervescence décuplé encore avec ces conditions qui étaient changeantes à quelques minutes du départ. Ouais, j'ai pu en parler avec un des techniciens, Christian Favre. Déjà, le week-end passé, ça n'a pas été simple. Et puis il m'a dit qu'aujourd'hui, ben oui, forcément, avec les conditions changeantes comme ça, ils ont dû bosser énormément aujourd'hui pour essayer de trouver les bonnes solutions. Emil Svendsen qui ne va pas tarder à partir à 17h26 pour Emil Svendsen. L'occasion bien évidemment de vous rappeler le départ de Martin Fourcade avec son dossard 67 et son beau dossard jaune de vainqueur de la Coupe du Monde la saison passée. 17h48 et 30 secondes très précisément. On attend peut-être un Emil Svendsen revanchard parce que c'est vrai que la saison dernière il n'a pas vraiment existé. En tout cas dans la course au globe, je m'entends. Non, il a démarré très fort parce qu'il gagne la première course. Bien sûr, l'individuel encore, c'est le tenant du titre. Il s'est écroulé. Je crois qu'il a vraiment envie de batailler à nouveau pour le globe. Et puis, ça reste un Norvégien, donc insolite. C'est un monsieur aussi du biathlon. Michal Schlesinger fait partie de cette équipe de République tchèque, championne du monde en titre, aux côtés d'Andrej Moravec, et puis du côté des féminines de Gabriela Sukalova et de Veronika Vitkova. Un de ses compatriotes arrive donc le premier pour son premier tir couché, c'est Michal Kmar, et ça va nous donner, Gilles, de très bonnes indications sur l'aérologie autour de ce pas de tir. Bon, a priori pas de réglage. Donc il a dû faire ses essais dans les mêmes conditions de vent. Là on n'est pas trop de vent encore que. Ce qui n'empêche pas Kmar de manquer sa première balle. On a vu pendant ce temps-là Gotchi Pouline partait. Bénédicte Doll nous donnera peut-être une indication encore plus intéressante. Bénédicte Doll qui était en retard sur les skis par rapport à Kmar. Et qui, mine de rien, s'est employé également. Première balle manquée, un petit peu à l'image de ce qu'a fait Kmar d'ailleurs juste précédemment. Voilà, la première balle de la première course individuelle de l'année. C'est toujours, je ne veux pas dire un moment de stress, mais un moment d'émotion particulier. Voilà, il s'est bien repris derrière, une pénalité. Au vu des conditions d'aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas le feu à la maison. Alors on va
observer bien évidemment le tir de Sergei Semenov en attendant que Bénédicte Doll sorte du pas de tir. Le voici, le tenant du petit globe de la spécialité, on le rappelle. Encore une fois, la saison en ce qui concerne l'individuel est réduite à sa plus simple expression, avec 3 courses simplement, dont celle des championnats du monde. Mais Sergei Semenov, c'est quand même une assurance tout risque, et on le voit ici à l'image. Ça y est, ben voilà, premier 5-5 du jour. Les Ukrainiens, de toute manière, ils ont une école de tir qui est assez formidable. Donc on peut encore compter sur lui aujourd'hui. Allez, première balle manquée également pour Jakov Fak. 2 balles manquées. Et là, geste intéressant en tout cas à remarquer, il clique. Il a mis 2 clics à droite, donc les clics ça sert justement à régler la mire sur la hausse, et à chaque fois qu'on fait un clic, en fait on bouge sur la cible de 3 mm. Donc là il a bougé de 6 mm, mais ce qui l'a pas empêché de rater 3 balles. Voilà, pour Jakob c'est assez étonnant. Voilà, et Jakov Fak qui prend donc 3 minutes de pénalité là immédiatement après ce premier tir couché. On peut dire d'ores et déjà que sa course est terminée. Bon, en tout cas pour la gagne c'est plié. Pour la gagne. Et puis il peut faire une place, mais 3 minutes. On voit que Semenov a fait 0. Bon, on est déjà, oui, pour la gagne c'est fini pour lui. Allez, Benjamin Weger qui vient de partir. Nous n'avons pas eu l'occasion de voir le départ de Quentin Fillon-Maillet. Le deuxième tricolore à s'être élancé. Mais encore une fois, ça part très régulièrement. Ils sont nombreux tout de même, les spectateurs qui ont bravé donc ces conditions délicates. On était un petit peu déçus dimanche dernier parce que les tribunes étaient quelque peu désertes à l'occasion des 2 relais, que ce soit le relais mixte et le relais mixte simple. Vous, en tout cas, vous étiez bien présent devant l'équipe 21 et on espère que ça va se poursuivre dans cette voie. On va faire un petit peu de radio pour vous dire qu'Antonin Guigona vient tout juste de sortir du pas de tir. Malheureusement pour Antonin, c'est la dernière, semble-t-il. Il rate la dernière, ouais. Alors justement, cette dernière balle, est-ce que Gilles, c'est toujours un petit peu la jeunesse qui pêche? Est-ce qu'on ne veut pas repartir un peu trop vite? Vous me direz parfois, même quand on a de l'expérience. Mais bien sûr, ce que j'allais dire, c'est pas qu'une question d'âge. On est en course, on a envie de retourner sur la piste le plus vite possible. Et souvent, on a la carrière au dos que la balle n'est même pas arrivée. Donc pour faire un peu, pour en dire un peu trop, voilà. Donc oui, c'est souvent à cause de ça qu'on rate la dernière. Allez, en tout cas, le premier tir d'Andrei Moravec pour l'instant qui se passe très bien pour le Tchèque. 83% de réussite au tir couché. Et malheureusement pour lui, une faute également. Il vient quelque peu se placer dans ce peloton à distance respectable. Finalement, il y a 7 minutes d'avance pour Sergei Semenov sur le reste de la concurrence. En tout cas, sur ceux qui sont passés au premier tir couché. Ouais, parce que Semenov, c'est le seul qui a fait le plein pour l'instant, donc il est pas si mal en ski, donc forcément pour l'instant il est dans la course. Alors vous entendez les supporters donner de la voix, c'est parce qu'un Suédois est sur le pas de tir, c'est Femling. Et il rate la dernière. Et voilà, malheureusement, il rate en effet la dernière, Pepe Femling. Dommage parce que en ce qui concerne le tir couché, il avait des stats remarquables. Il était à 5 sur 5, donc 100%. Simon Schemp, vous avez vu, est parti. Là aussi, Simon Schemp, c'est là des, on va dire, outsiders, adversaires principaux de Martin sur cette saison 2015-2016. Ah ouais, sans problème. Simon, il a énormément progressé ces dernières années. Il est très très fort. C'est un Allemand, on connaît l'école allemande du biathlon. Donc oui, c'est un adversaire très dangereux. Il a notamment gagné l'an dernier le sprint d'Antols, enchaîné avec la poursuite. Donc le doublé réalisé par exemple du côté d'Antols, où il a gagné la Mastart du côté de Ruhpolding par exemple. Des résultats donc remarquables pour Simon Schemp, avec une 4e place au général de la Coupe du Monde. La faute d'Otsenas qui le relègue donc à 55 secondes de Sergei Semenov. Autant dire que sur les skis, ça a l'air de plutôt bien marcher pour lui. Il est 5 secondes plus vite que l'Ukrainien. Ça marche bien.
Allez, un autre Ah bah oui. favori. Eh oui, quand on parle de Norvégien, de toute façon, on lui colle l'étiquette de favori, ou en tout cas d'outsider très présent. C'est Johannes Bö. Personnellement, Gilles, ils m'ont quand même assez impressionné sur le relais mixte, les frangins Bö. On va dire que les jeunes femmes avaient fait leur part du travail. Eux ont parfaitement réalisé leur part du contrat également. Ouais, exactement. Bon, on connaît les Norvégiens en début de saison, ils sont toujours redoutables. De toute manière, ils sont prêts, ils font beaucoup de courses de préparation et de sélection aussi. Ils ont la neige tout de suite quand ils peuvent. Ils sont sur place. Et ces gens-là, en début de saison, souvent, on a du mal à aller les chercher en ski en tout cas, quoi. Ouais, il y a une vraie émulation, hein, notamment rien qu'au sein des sélections pour les Norvégiens, qui leur fait eh bien, réussir souvent leur début de saison. Ouais, très bon tir d'Evgeny Garanichev. On n'est pas vraiment surpris. Là aussi, c'est un Russe sur lequel il va falloir compter. 7e du général, et il est rapide également sur les skis. Et lui, il sait faire aussi. Hein. Voilà, il sort avec 10 secondes d'avance. S'il continue sur ce rythme-là, il peut être dangereux. Indication intéressante au premier intermédiaire pour Svendsen. Étonnant. Ouais, étonnant pour Emil Svendsen. Non, mais on pouvait peut-être avoir quelques craintes sur son état de forme. Quoique, rien que du côté de Schuchon, ils étaient déjà là. Hein. Oui, ils étaient déjà là. Puis un Norvégien, quand ils courent pas parce qu'ils sont malades, c'est pas tout à fait pareil que nous. Voilà. Un seul point à la gorge suffit pour qu'ils sortent pas sur la neige, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'ils sont surprotégés. Hein. Exactement. Vous me racontiez une anecdote il y a quelques instants sur les moquettes qui sont carrément recouvertes d'un film plastique. Ouais, alors je sais pas s'ils le font encore, mais il y a quelques années, ils arrivaient avec des films plastiques justement pour se protéger des acariens et toutes ces choses-là, pour éviter de prendre des microbes ou des choses. Enfin, ils sont. Ouais. Voilà, c'est le degré de perfection qui est un petit peu poussé à l'extrême de temps en temps. Voilà, il ne faudrait pas non plus que ça empêche de vivre non plus. Magnifique en tout cas, les images là, avec pour l'instant, eh bien, le Russe Garanichev qui a pris les commandes de cette individuelle devant Semenov, le vainqueur, on le rappelle, hein, du globe de la spécialité. C'est lui qui a été le plus rapide, Sergei Semenov, la saison passée sur ces trois individuels qui composent la saison. Et s'il en était besoin, encore un sur lequel il va falloir compter, c'est Dmitri Malishko. Alors Dmitri Malishko, disons qu'il alterne le bon et le moins bon, mais ça reste quand même un des piliers du relais russe, du relais masculin en l'occurrence. Évidemment, de toute manière, quand on est dans l'équipe nationale russe, voilà. On a un certain niveau. C'est des gens qui sont très forts et sur qui on peut compter sur des courses comme ça où tout est ouvert. D'ailleurs, il fallait en avoir dans la tête et surtout être courageux, parce qu'on se souvient qu'à Sochi, ils ont vraiment sauvé le biathlon russe sur la dernière épreuve, sur le relais, où ils sont allés chercher le titre olympique, alors que c'était vraiment mal engagé. Ouais, c'était très mal engagé, d'autant qu'ils avaient des moyens mais infinis. Enfin, tout était open au niveau de leurs moyens. Ils ont tout mis ce qu'il fallait pour performer là-bas, et puis ils sont passés à la limite du désastre, on va dire. Exactement. Allez, Michel Schlesinger au premier tir couché, le Tchèque, 8e, hein, lui, du général la saison passée, 14e de cette individuelle ici à Östersund. Déjà une dehors. Et la deuxième, on a vu un préféré reprendre quelques instants pour reprendre le cours de son tir. Exactement. Le problème, c'est dans un tir, c'est d'essayer de pas s'emballer, quoi. Et donc dès qu'il y a une erreur, ok, on s'y remet. Et c'est ce qu'il a très bien fait. Chipoline également qui rate. C'est un petit peu le tarif là, 4 sur 5 sur ce coucher. Oui, c'est ça. Va-t-on voir Svendsen? Oh, il est gêné. Alors racontez-nous un petit peu ce qui se passe là au niveau de sa visée. Donc il y a de la neige qui est venue se mettre justement dans la hausse, dans l'œilleton. Donc en fait on n'a pas une vision parfaite. Et il est obligé de souffler pour enlever justement ces petits flocons qui sont venus s'insérer dans l'œilleton.
En tout cas, il a su se reprendre, prendre le temps nécessaire pour se mettre en place. Et c'est le 5 sur 5 pour Emil Svensson. Il aime cette course. Ah oui, on le rappelle, c'est le tenant du titre. C'est lui qui a remporté cet individuel. Allez Quentin. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour son premier tir couché. Ah, qui choisit de cliquer alors qu'il a réussi son premier tir. Ah, le rythme est bon là pour Quentin qui ne se précipite pas. Ah, dommage, la 5e et dernière. Pendant ce temps-là, Sergueï Semenov est déjà au tir debout. Oh, Sergueï Semenov qui fait montre d'une capacité là de tenir sous la pression. Sergueï Semenov qui va réaliser le temps de référence, ça c'est une certitude. Il va falloir aller le chercher. Nous suivrons bien évidemment la suite de cet individuel après une courte respiration publicitaire. Mais l'Ukrainien, tenant du globe de la spécialité, a déjà fait un sacré travail.
Et nous voici de retour à Östersund avec le sans faute sur le premier coucher de Tariebeu. Il y a de cela quelques instants, Johannes a fait de même. On le disait en préambule, Gilles, les frangins bœufs, eh bien, ils ont l'air en forme cette année. Ils n'ont pas l'air trop mal, effectivement. Henrik Labellund, lui, malheureusement, pour lui, va faire une faute au premier debout. Mais les Norvégiens, de manière générale, sont en forme. Les conditions météo ne semblent pour l'instant pas se dégrader tant que ça, Gilles. Non, il neige de moins en moins, je trouve. Et autant c'est de bon augure pour les Français qui partent un peu derrière. Parce que comme on le disait tout à l'heure, ça va peut-être continuer à lustrer et accélérer. Vous parlez des Français qui ne vont pas tarder à s'élancer. La réalisation suédoise vous suit. On a vu les deux frangins, Martin bien évidemment, Martin Fourcade qui a les faveurs de la réalisation. Mais Simon n'était pas très loin. Il va s'élancer lui avec le dossard 64, soit 3 dossards. Il y aura d'ailleurs du beau monde hein, dans cette partie. Il y a Tim Burke l'américain, Alexei Volkov. Bon, c'est pas forcément non plus les favoris qui ont été placés dans ce groupe. Là c'est vraiment un choix de la part de l'encadrement français, plus que des autres équipes. C'est vrai. Et, bon, on verra. On verra si c'est payant. Ouais. J'en causais avec Stéphane Bouchot ce matin et il me dit j'ai un peu peur à chaque fois qu'on fait des paris comme ça on les perd, donc on verra bien. Eh bien écoutez, on verra effectivement si ce pari sera gagnant. Dmitri Malishko, lui qui fait une faute, il vient tout juste de sortir du pas de tir. Tchepelin jusque là le Bélarus était parfait, on va le retrouver. Tchepelin avec ce premier tir coup debout, plus exactement pour Tchepelin. Alors qu'en fenêtre, c'est l'expérimenté Dominique Landertinger, l'Autrichien. Ouais, c'est bon, mais Landertinger est réputé pour être l'un des meilleurs tireurs du circuit. Au tir, ça dépend, c'est tout ou rien. C'est un gars qui va très très vite en ski, qui a un petit peu baissé quand même depuis quelques temps, mais ça reste quand même des coureurs, les Autrichiens, redoutables. Il est à 17 secondes derrière pour l'instant la tête de course. Le programme bien évidemment de ce week-end, le grand week-end de sprint et de poursuite. À 12h30 pour la course, le sprint masculin prise d'antenne à midi et quart, le sprint féminin à 15h30 et puis les poursuites 11h et 13h30 ce dimanche. Un week-end de sport blanc sur l'antenne de l'équipe 21. Il va y avoir du spectacle. Du spectacle, effectivement, du spectacle pour les supporters suédois avec Lindström. On les a vus très bien devant leur public, les Suédois à l'occasion et Suédoises d'ailleurs, à l'occasion des relais. Et bien Lindström, à titre personnel, poursuit en individuel. Exactement. Bon, c'est un jeune coureur, mais qui a toujours été très très fort. Et c'est pas étonnant de le voir là, en tout cas après ce premier tir. Svendsen, il est en forme également. On parlait de la fratrie Beu, mais Emil Svendsen arrive avec le plein de confiance. On parlait des bons résultats qu'ils ont réalisés du côté de Schuchen, où c'est un vrai week-end. Ce n'est pas une étape de Coupe du Monde à proprement parler, mais énormément de nations envoient leurs meilleurs athlètes. C'était le cas des Norvégiens et des tricolores par exemple. Exactement, mais c'est une course maintenant qui est traditionnelle en Norvège, où comme on le disait tout à l'heure, tous les Norvégiens viennent se batailler pour se sélectionner. Voilà, ça fait également office de sélection voilà, pour l'équipe norvégienne. Et puis effectivement, beaucoup de nations viennent se frotter aux meilleurs mondiaux, hein, quoi qu'il arrive, sachant qu'il y a les Norvégiens, les Français, notamment Martin. Donc ce qui fait que ça fait des mini Coupes du Monde, on va dire. Allez, Simon Eder,
32 ans pour l'Autrichien. Et effectivement, Sergei Semenov en fenêtre. Ouais, on pourrait presque aller tout de même vers le leader qui en est à son deuxième tir couché. Sergei Semenov, la première faute pour Sergei Semenov. Ouh, 2 fautes consécutives sur son deuxième tir couché. C'est pas bon. Svendsen a l'air en très grande forme. Bon, c'est peut-être bon pour nous, hein. On va prendre. Hein. On va voir effectivement. D'ailleurs, il devrait être tout proche de s'élancer. Les frères Fourcade. On voit Martin là, qui est en train de se positionner tout simplement dans l'aire de départ. D'ici une trentaine de secondes. Pour l'instant, Svendsen effectivement au sortir du premier tir debout et devant est aux commandes. Pour 18 secondes. Ouais. Emil Svendsen que l'on voit ici à l'image. Garanichev. À 1 minute 04. Ouais, l'écart est fait, hein, effectivement. Puis on a vu que Semenov, qui est deuxième après le deuxième tir, eh bien, a commis 2 fautes sur son troisième tir. Le voici, le quadruple vainqueur du Gros Globe, quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. J'espère qu'on va tout de même accompagner le premier départ de Martin Fourcade cette saison. Ce sera en fenêtre pendant ce temps-là, Bailey. Et lui sur son premier tir debout. Et on entend les supporters donner de la voix. Parce que Martin, bien sûr, toutes les pistes sur tous les tracés à travers le globe, eh bien, est supporté comme il se doit. Bien sûr, c'est devenu une star du biathlon. Il a la gentillesse avec lui, donc bien évidemment, tout le monde le supporte. On a vu d'ailleurs une image assez sympa du côté de la NRK, de la télévision nationale norvégienne, qui est l'un des journalistes offrant comme cadeau de Noël à Emil Svendsen une photo de Martin Fourcade. Eh bien, il l'a pris avec le sourire, mais ça témoigne également bien de l'importance accordée à Martin pour les Norvégiens, qui doivent être taquinés aux entournures. Bien évidemment, d'autant que Svendsen a un ego, on va dire, assez élevé. Voilà. Je suis pas sûr que le journaliste n'ait pas fait exprès justement pour bien l'énerver. La preuve en est, c'est que là, il est à 2 fois 5 sur 5 et qu'il va falloir batailler ferme pour aller le chercher. Ouais, il répond de la meilleure des manières. En effet, Erik Svendsen pour l'instant, Emil Svendsen pour l'instant. Simon Schempp, allez, avec le dossard 30, l'Allemand qui est pour l'instant à 0. Le premier tir couché parfait. Et ce premier tir debout avec un rythme de très haute volée pour Simon Schempp. Ouais, là, il va sortir sûrement en tête, oui, je pense. Ah, les supporters et supportrices allemandes qui sont de sortie. Ça, les Allemands, là aussi, à travers la planète, suivent leurs athlètes. Et vous l'avez bien vu, Gilles, Simon Schempp sort avec 11 secondes d'avance sur Svendsen. Bien voilà, la lutte est d'ores et déjà lancée pour la victoire ici même. Rien n'est fait, il reste 2 tirs pour beaucoup de monde, encore bien des kilomètres. Donc ça monte en puissance. Andrei Moravec, en revanche, ne devrait pas pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire avec cette deuxième faute. La deuxième d'ailleurs au tir couché, sur son deuxième tir couché. Alors que c'est toujours Perrier-Beu qui a le meilleur temps au sortir de ce premier tir couché. Il faudra l'observer avec attention au sortir des prochains tirs. Johan Eberhardt qui a manqué ses 2 premières balles, qui est obligé de cliquer. On le rappelle, on change un petit peu l'axe de visée, malheureusement pour Eberhardt. Le résultat a été un peu coutumier du fait. Décevant. Ah oui. Il est parti là pour une galère. En fait. Allez, Johannes Beu, on en parlait, lui qui est sorti avec son frangin aux commandes. Ils sont très rapides sur les skis. Attention de ne pas craquer au tir. La première a été manquée pour Johannes Beu.
Ouais, voilà. La première et la dernière. Ils sont très à l'attaque, les deux frangins, au niveau du tir tout le temps. Et dans des conditions un peu venteuses comme ça, il faut savoir raison garder, on va dire, pour pouvoir mettre les balles, d'autant qu'elles coûtent si cher, quoi. On a vu en tout cas avec la chevelure de Johannes Beu et ses fagnons que le vent reste... on va dire acceptable et ne transforme pas cette course en véritable loterie. Exactement. Comme ça peut être le cas de temps à autre. Tout à fait, là c'est gérable, les gens, on voit les gens qui prennent le temps, qui savent s'arrêter un petit coup pour se reprendre, comme on dit, arrivent à mettre les balles. Tarier Beu, lui aussi, va commettre une erreur sur ce premier tir debout. Ah, ils sont peu à avoir effectué un sans faute jusqu'à présent. Ça n'est pas le cas de Garanichev, mais s'il maintient simplement cette faute sur le debout, il aurait pu peut-être postuler au podium. Avec une deuxième minute de pénalité, ça commence à devenir compliqué. Bah, vu que comme il y en a qui tirent, comme Jensen, tout ça, oui, ça va commencer à se compliquer, effectivement. Ouais. Par contre, on n'est pas à l'abri, comme Semenov, d'un mauvais tir, avec aussi 2 balles dehors, et voilà. Alors on nous annonçait du côté de l'encadrement français de sa cellule météo de la neige sur les coups de 17 h. Ils avaient vu juste, c'était neige bien présente en début de compétition. On craignait que cela ne se transforme en pluie au fur et à mesure de cet individuel. Là, on est en train d'y arriver petit à petit. Là, pour l'instant, on reste en neige. Ça s'est bien ralenti quand même. On va voir ce qui se passe. On a vu très rapidement Simon sur cette boucle de 4 km, parce que Simon, il est deuxième temps au premier intermédiaire après 2 km 4. Il est dans les temps de Tarier Beu. Encore une fois, Simon Fourcade, on le sait, physiquement, il est très costaud, et ce depuis de nombreuses années. Et à l'instant, Martin Fourcade vient de passer en tête au 2 km 4 avec 8 secondes d'avance sur Tarier Beu, 10 secondes sur Simon Fourcade et 11 secondes sur Johannes Beu. Ouais, et oui, début de compétition parfait pour les frangins Fourcade. Simon qui nous racontait également sa préparation qui a été modifiée. On va voir le passage justement au premier intermédiaire, au 2 km 8. Alors ça, c'est la première cellule télévisée. Nous, on avait le temps au 2 km 4, donc 400 mètres en avant. Et là, on va voir s'il accroît encore. Il avait 8 secondes au 2 km 4 sur Tarier Beu. 8 secondes 6, voilà, il est dans son rythme. Et l'annonce en bord de piste, bien sûr, de son avance. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de coachs autour de la piste qui relaient les infos au niveau des temps de ski, de la place. Et puis il y a aussi un coach qui est passé avant le tir pour éventuellement, après le premier tir couché, faire des corrections au niveau du tir s'il y a besoin d'en faire par rapport au premier tir couché. Très costaud Dominique Landertinger. Attention, le sans faute pour l'Autrichien. Ils sont peu nombreux à être sortis du premier tir debout avec un sans faute. Il faudra bien évidemment confirmer. Il n'est pas encore à la moitié de son effort. C'est un effort long, c'est le plus long qui est demandé aux athlètes à titre individuel. Il est déjà à 44 secondes avec 0-0. Donc ça fait déjà une belle note. Allez, Lindström devant son public. Encore une fois, les Suédois ont été très bons ce dimanche devant leur public. C'est bien posé, une main. C'était dommage. Bien emmené pour l'instant. Oui, il faut se reprendre. Allez, pendant ce temps-là, on va regarder Emil Svensson en fenêtre, parce que c'est certainement la gagne, tout simplement, qui se joue avec Emil Svensson. S'il parvient à réaliser le sans faute ce soir, il en sera vraiment très proche. S'il le fait, il faudra aller le chercher. Allez, 2 sur 2 pour Emil Svensson. On va le rater. La première faute, effectivement. Il y a du vent, on voit dans les cheveux, deuxième balle ratée.
Ouais, ça se complique là pour Svendsen. On a vu la moue du Norvégien qui avait lui sauvé ses jeux, hein, on s'en souvient, avec les relais du côté de Sochi avec 2 médailles d'or. Quentin Fillon-Maillet sur son deuxième tir couché. Ah, malheureusement encore une faute sur ce tir couché pour Quentin. Allez, limiter la casse voilà, à 2 minutes de pénalité, ça c'est une bonne chose. Regardez, après 23 dossards, il va bien quasiment ressortir dans les temps de Svendsen. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour Quentin. C'est quelqu'un qui sait aller très très vite sur les skis, il est très fin sur les skis. Donc s'il fait un beau tir, oui, on peut le voir aux avant-postes. Hein. Simon qui vient de faire une pénalité au tir couché. Ah oui, là on a tous les athlètes, hein, désormais, tous les favoris qui sont en piste, dont Sergei Semenov qui, hormis son deuxième tir couché où il a un petit peu craqué et concédé 2 minutes de pénalité, a réalisé un tir quasi parfait. Le premier tir de Martin Fourcade, le premier tir de cette saison 2015-2016. Tir couché sur cet individuel, un individuel qui ne lui avait vraiment pas réussi la saison passée. Il avait répondu parfaitement sur le sprint et la poursuite. Il est posé, Martin. Allez, la première faute. La première ratée. Allez, Martin. Allez, ça n'est pas rédhibitoire. Ça n'est pas rédhibitoire. Il est rapide sur les skis. Encore une fois, il a mis 10 secondes à l'entrée sur le pas tir à Tarjebø. 15 secondes à Svendsen. Il jette un petit coup d'œil, justement. Ce petit coup d'œil là, c'est pour voir où ça ne s'est pas forcément très bien passé. Non, c'est pour voir où il en est dans la course et savoir sa place. Et Martin, c'est ça, de toute manière, en course, il regarde pas partout, il parle à tout le monde, il est juste impressionnant à ce niveau-là. Il ne se déconcentre pas, il a besoin également de cet apport extérieur. Exactement, si on peut voir une image quand Steve Boutiot lui parle, il a le regard droit dans ses yeux et il est capable de répondre même en pleine course. Attention à Loïc Bailey, oui, l'américain. Oui. Pour l'instant, c'est le sans faute. Lui qui, bien l'an dernier, ne nous a pas réalisé de performance extraordinaire. Une 17e place sur le sprint d'Orfilsen. Ouais, c'est bien son meilleur résultat sur le circuit de la Coupe du Monde. Hey, va-t-il réussir encore mieux? Ouais, le sans faute au sortir de ce deuxième tir couché pour Loïc Bailey, qui est peut-être en train de réaliser la course de sa vie. Ça se peut, il est en train de nous faire un gros coup pour l'instant. Mais comme on le dit, il reste encore 2 tours et un tir. Le dernier après un gros état de fatigue, alors quand on a un taux de tir. Allez, le dernier tir d'Antonin Guigona, le deuxième tir debout avec une nouvelle faute qu'il faudra ajouter. 2 fautes, 4 minutes de pénalité pour l'instant. Allez, ne pas craquer. Ouais, malheureusement, c'est encore un petit peu long cet individuel pour le jeune Antonin Guigona. Ouais, c'est ce qu'on disait en plus, oui, avec ces conditions-là, ma foi, arriver au dernier tour avec les jambes dures comme du béton. Le stress du dernier tir debout, c'est pas évident à gérer pour un jeune coureur comme lui. Simon Schempp a commis également sa première faute à l'occasion de ce premier tir couché. Un petit rictus du côté de l'encadrement allemand. On misait sur la cartouche Schempp pour la victoire. Bien sûr, ouais. C'est pas encore fini de toute manière. Il est encore dans la course. Alors bien sûr, il y a Bailey qui a fait 0 pour l'instant sur tous les tirs. Mais s'il nous sort un 5-5 sur le dernier tir, Schempp, il sera forcément dans la course. Les premiers partis dans cette liste de départ sont en train d'arriver tous sur leur dernier tir debout. C'est le cas d'Andrej Moravec. Pour l'instant, 2 minutes de pénalité pour le Tchèque qui avait imprimé un rythme rapide sur ce dernier tir couché, qui a pris des risques, quitte à prendre une 3e minute de pénalité. Exactement. 17 sur 20 aujourd'hui. C'est pas, bien sûr, c'est pas génial, mais au vu de ce qui se passe, de ce qu'on voit, c'est peut-être le moyen aussi de faire quand même une place, et pas aller jouer la gagne, bien sûr. On voit en tout cas les écarts créés quand même par Semenov. Il va rester le temps de référence, du moins quelques dossards.
Il va falloir regarder cela avec attention. Mais c'est vrai que jusqu'à Svendsen, jusqu'au frère Beu également, ça devrait tenir pour le dossard rouge du vainqueur, on le rappelle, du globe de la spécialité. Alors cette carabine rose de Johannes Beu, cher Gilles, vous en êtes fan ou pas tellement? Les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs, voilà. En tout cas, ça ne l'empêche pas d'être efficace, même si on l'a vu sur son premier tir debout commettre 2 erreurs. Sur le coucher, il est quand même plus costaud, hein, oui. Johannes. Voilà, il y a un gros rythme quand même, mais on sent que c'est posé, c'est pas trop accéléré. On sent qu'il a essayé de vraiment poser les choses, quoi. Ah, Johannes Beu qui ressort donc avec 1 minute 26 de retard sur Schemp. Schemp qui a derrière commis une erreur. Garanichev, lui aussi peut venir jouer le podium. Malheureusement avec cette faute, 3 minutes de pénalité, ça va commencer à faire beaucoup. Ça va se compliquer là, oui, pour lui. Ouais. Là c'est même d'ores et déjà terminé avec 4 minutes de pénalité pour le russe Yevgeny Garanichev. Ouais, la faute de Tariebeu, la deuxième, la troisième également. Les 2 dernières balles lâchées par Tariebeu, qui est peut-être tout simplement lui aussi en train d'abandonner tout espoir de figurer sur le podium. Et on a vu Jean-Guillaume Béatrix sortir de pas de tir avec un 5 sur 5, donc bien parti. Attention à Jean-Guillaume Béatrix, on l'a senti à l'occasion justement de nos entrevues hier soir avec tous les membres de l'équipe de France masculine. Très posé, vraiment très serein. Il a eu une préparation idéale, sans la moindre anicroche. Et voilà, il ne l'a pas déclaré comme ça, il n'a pas péroré, mais il se pourrait bien qu'il nous claque de gros résultats tout de suite. En tout cas, c'est tout ce qu'on nous souhaite. Exactement. Jean-Guillaume, c'est un calme. Je l'ai vu ce matin, je l'ai creusé, et il m'a dit qu'il a de très bonnes jambes. Donc si il nous sort un tir, effectivement, on peut espérer une très bonne place de sa part. Allez, Alexei Volkov. Le russe, lui qui en est à son premier tir debout. Et c'est parfait pour Alexei Volkov. Attention pour le biathlète de Khanty-Mansick, où on a l'habitude de clore les saisons de Coupe du Monde. Ce sera le cas une nouvelle fois en Sibérie au mois de mars prochain. Alexei Volkov, qui n'avait pas forcément très bien performé la saison dernière, 24e de la poursuite, 24e du sprint, pardonnez-moi, et 29e de la poursuite chez lui à Khanty-Mansick. Mais il réalise, en tout cas, sous nos yeux, un bon début de saison. Il faisait par exemple partie, on parlait du relais champion olympique de Sochi, Alexei Volkov en faisait partie, bien sûr. Avec un nouveau coach cette année, Rico Gross, oui. Un Allemand. Une des légendes. Une des légendes du biathlon, et qui est arrivé cette année pour entraîner l'équipe de Russie. Jean-Guillaume Béatrix sort 3e à 6 secondes 4. Donc c'est parti. Au sortir donc peut-être une belle course. Du premier tir, du premier tir couché de Jean-Guillaume Béatrix. On imagine bien sûr que dans un second temps, la réalisation suédoise s'attardera sur Jean-Guillaume Béatrix, notamment si sa performance venait à se confirmer. Attention, une autre légende, on parlait de Rico Gross, que dire de Ole Einar Bjørndalen qui a les faveurs juste de cette fenêtre. Et monsieur Bjørndalen qui nous offre un sans faute sur ce premier tir couché. On rappelle, ce garçon a 41 ans. Alors oui, il va sélectionner très certainement un petit peu ses étapes et ce sera bien normal. Mais ce serait vraiment magnifique. Allez, imaginons un dernier titre mondial. Et oui, et sur la piste, vous me montrez le chrono. C'est celui de Landertinger en l'occurrence que l'on avait. Mais c'est vrai que terminer sur un titre mondial à Oslo, chez lui, ce serait vraiment magique. Juste magique. Ce serait à l'image du bonhomme. C'est vraiment ce qu'on souhaite, mais d'ailleurs qu'on soit norvégien ou pas d'ailleurs. Exactement, c'est une légende, on l'admire, c'est un énorme talent, travailleur, perfectionniste, enfin il a tout quand il fait du biathlon. Voilà, il vit d'ailleurs pour le biathlon. Exactement. Anton Tipoulin,
Dauphin l'an dernier au général de la Coupe du Monde de Martin Fourcade, qui a commis une faute quasiment à chaque tir. Il terminera en tout cas sur une bonne note avec ce dernier tir debout sans faute. On a vu qu'il n'était pas très loin de Semenov. Svendsen lui aussi passe à son dernier tir debout. Il a lâché les balles, hein. Il a pris des risques, Svendsen. Il a peut-être encore le podium dans un coin de la tête. Ah oui, ça c'est sûr, avec un 18 aujourd'hui, 18 sur 20, il y a moyen de faire. Peut-être même la victoire, pourquoi pas. Allez, alors que dire de Quentin Fillon-Maillet qui réalise le sans faute. Superbe de la part de Quentin. Alors que Sergei Semenov, lui, en termine sans faute également pour Simon Fourcade, qui doit en être donc à son tir debout, si je dis pas de bêtises, son premier tir debout. Et Quentin qui sort de ce quatrième tir en tête devant Sergei Semenov. Ça peut être un très beau coup réalisé par Quentin Fillon-Maillet en ce début de saison. Allez, on va se concentrer avec Martin. Une deuxième faute pour Martin Fourcade. Allez, s'il veut rester à la lutte pour le podium, il va falloir être désormais impeccable. Ouais, faut plus rien lâcher sur les seconds tirs, que ce soit couché debout. Quelle performance réalisée par Quentin Fillon-Maillet. Énorme. Alors ça, il le disait, hein, il est en progression constante. On aura peut-être l'occasion d'entendre quelques mots avec des ambitions, hein, qu'il a à la hausse, Quentin Fillon-Maillet. D'ailleurs, je vous propose peut-être de l'écouter tout simplement, parce qu'il est peut-être en train de nous faire un très très gros coup. Alors, on l'entendra peut-être un petit peu plus tard, mais regardez, au sortir du troisième tir, Quentin Fillon-Maillet était en sixième position, sauf que devant, voilà, on a commis quelques erreurs. Et au sortir du quatrième tir, eh bien, il est tout devant le jeune Quentin Fillon-Maillet. Imaginez les 12 secondes devant Svendsen avec le même tir. C'est vous dire un peu la performance qu'il est en train de réaliser. Je crois que les techniciens ont dû faire du sacré boulot aussi aujourd'hui, comme le week-end passé. Et on va attendre la suite maintenant. Alors c'est vrai que c'est un garçon en plus, hein, qui monte en puissance, voilà, crescendo, lui qui est de 92, hein, donc il a à peine 23 ans. On se souvient, je parlais de la Mastart de Ruhpolding l'année dernière pour Simon Schempp. Ça s'était joué à quelques centimètres, 8 centimètres, je crois, la victoire de Schempp. Il était déjà pas loin de sa première victoire en Coupe du Monde dès la saison passée. Donc il ne vient pas de nulle part, c'est le moins que l'on puisse dire. Non, c'est un talent. En plus, il avait eu le culot sur cette course. De mener quasiment tout le dernier tour, donc il a montré vraiment ce qu'il était capable de faire, et son envie, sa motivation, et ça avait été, je pense, un gros déclic pour lui. Est-ce que son adversaire principal ne va pas être Lauren Bailey? Alors ça, ce serait vraiment la surprise du chef, parce que Quentin Fillon-Maillet, ce serait une demi-surprise. Malheureusement, l'Américain n'a pas craqué. Ah, il y avait deux fautes. Là, on va pouvoir dire quand même que l'Américain a craqué sur son deuxième tir. Ouais. Allez, on va attendre le tir de Simon Schempp et on entendra justement les mots de Quentin. Hier sera l'occasion de notre entrevue avec les membres de l'équipe de France. Attention à Schempp, s'il ne commet pas de faute sur son tir debout. Ah, il est solide. Oh, il est solide, il est très solide. Simon Schempp, il va rester devant et avec une belle avance tout de même sur Quentin. Ah oui, je pense, hein. Ça va être une 10, un truc comme ça, tu imagines, une 0,4. Une 0,4 d'avance pour Simon Schempp sur Quentin Fillon-Maillet, que l'on va donc écouter. Ouais, c'est clair que les ambitions sont mises à la hausse cette année avec les résultats de l'année dernière qui m'ont beaucoup surpris, notamment la place en individuel sur la course de Ruhpolding à Mastart, à 8 cm exactement. Mais oui, c'est vrai que l'objectif ce serait de faire un podium et puis après de régulariser mon niveau sur l'ensemble de la saison au niveau général, parce que pour l'instant j'ai fait des super courses à certains moments, par contre ça a été moins régulé sur toute la saison.
Et puis c'est dans l'objectif des Jeux en 2018 à Pyeongchang d'arriver avec un niveau global plus haut. Et puis après de pouvoir prétendre d'une médaille, j'espère. Ah oui, déjà tourné sur les JO 2018, mais le Jurassien lui aussi fait déjà, j'allais dire, partie des murs. En tout cas, il a sa place dans le relais masculin. Il fait partie des garçons qui ont remporté la médaille de bronze aux mondiaux de Kontiolahti l'année dernière. Ouais, Quentin, il a creusé son trou, il fait sa place, quoi. Et, il a une particularité, c'est que la crosse de sa carabine, il l'a fait de A à Z. Et ce serait bien de pouvoir la montrer à l'image parce que c'est des œuvres d'art, quoi. Donc ce serait bien d'en parler un petit peu. Vous nous donnez des idées de sujets, on vous montrera ça bien évidemment dans les jours à venir. Les crosses de carabine de Quentin Fillon-Maillet d'ici quelques jours, vous les verrez en détail. En effet, Jaroslav Soukup, le Tchèque, qui en termine lui aussi loin de la tête, loin de Simon Schempp. Oh, Jean-Guillaume Béatrix, on parlait voilà justement du français. S'il venait à continuer sur son rythme, il pourrait avoir les faveurs de la réalisation. C'est le cas pour Jean-Guillaume. Malheureusement une première faute. Il ne faut pas plus pour rester à la lutte. Une deuxième faute malheureusement pour Jean-Guillaume. Ça commence à être compliqué, ça le relègue assez loin au sortir de ce deuxième tour. C'est dommage, il était vraiment dans l'allure et il rentrait au pas de tir. Deuxième, 12 secondes de Taribu. Henrik Labellund qui en termine, le Norvégien, avec un petit peu moins de 5 secondes de retard sur Semenov, qui aura donc bien établi le temps de référence de cette individuelle. Va-t-il tenir face à Svendsen? Plus de 30 secondes d'avance à un petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Ça sent bon pour Svendsen, du moins provisoirement. Pour l'instant, là, il reste une descente, un long plat montant. Et puis après, c'est quasiment terminé. Donc, connaissant Svendsen, on pense qu'il va être devant, ça c'est sûr. Et que dire de la performance remarquable de Quentin Fillon-Maillet qui emmène Simon Fourcade dans ses skis. Alors évidemment, ils ne sont pas au même niveau de cette course. Ils ne sont pas dans le même tour. Et Quentin qui va devoir faire une sacrée bagarre à distance avec Emil Svendsen. Rien que ça. Que tous les coachs et les techniciens vont être au bord de la piste pour lui annoncer les temps parce qu'il est en train de perdre du temps et ça va se jouer à rien du tout, quoi. Donc là ça doit courir dans tous les sens pour encourager Quentin. Oui, Quentin qui fait, on le disait, partie des jeunes de cette équipe de France, 92. Il a à peine 23 ans et on a coutume de dire que cette individuelle, que cette épreuve requiert beaucoup d'expérience. Et il en a déjà pas mal, Quentin Fillon-Maillet. Ouais, Volkov qui continue son tir parfait. Est-ce que la surprise ne va pas finir? Là aussi, ce serait une demi-surprise de la part d'Alexander Volkov. Il faudra bien sûr confirmer et ce sera le plus compliqué sur le dernier tour pour le Russe qui possède pour l'instant 11 secondes d'avance en tête. Le premier tir debout de monsieur Ole Einar Bjørndalen qui sur les skis a peut-être été un petit peu moins rapide là sur ce deuxième tour. Il rentre quatrième à 18 secondes. Et quelle vitesse et quelle exécution. Il va ressortir dans les temps de Simon Schempp. Ole Einar Bjørndalen qui va être une nouvelle fois à la lutte pour un podium si ça venait à se confirmer. C'est sûr qu'on parlait d'expérience pour l'individuel. Ça on peut dire qu'Ole Einar en possède. Il en manque pas. Voilà, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est pour moi le plus beau skieur du circuit. Il a une technique irréprochable. C'est plus qu'un skieur, c'est quasiment un danseur en fait, quoi. On a vu les arrivées conjointes quasiment d'Anton Chipoulin, relégué à la 4e place depuis l'arrivée donc d'Emil Svendsen, le premier à descendre sous les 52 minutes de course.
Il s'est employé, Emil Svendsen, jusqu'au bout. J'ai un peu peur pour Quentin parce qu'il a repris quand même 5 secondes depuis une dernière inter. Mais voilà Quentin. On va savoir, allez, ça va se jouer à la seconde. Il passe devant notre cabine, là Quentin. Allez, il faut aller la chercher, ça va se jouer au 10e. Oh, ils sont à égalité. Ils sont à égalité les deux hommes. Oh, quel suspense. C'est peut-être le podium là qui est allé chercher Quentin Fillon-Maillet. Mais alors pour une demi-spatule. C'est énorme. Bon, on va peut-être pas trop s'emballer parce que la course est loin d'être terminée. Effectivement, effectivement. Mais quoi qu'il arrive, ça restera. Oui, mais bon, hormis Chem qui a été costaud, il y a Volkov également qui est à 15 sur 15 au sortir de son deuxième tir couché. Mais finalement, hormis ces deux-là pour l'instant, pour venir devant, on espère bien évidemment encore pour Martin et Simon Fourcade, même si Martin avec ses 2 minutes de pénalité ne semble pas en mesure de venir jouer la gagne. Qui sait? Si Martin fait le plein sur les 2 autres tirs, il va la jouer la gagne. Exactement, mais c'est la condition nécessaire, obligatoire. Allez, on retrouve justement Simon Fourcade sur le pas de tir. Ouais, ça c'est bien, ça c'est costaud dans la tête. On enchaîne avec le cadet de la fratrie Fourcade en fenêtre. Et Simon qui n'est pas très loin également de Volkov. Moins d'une minute de retard sur Volkov qui lui n'a pas commis la moindre erreur. On n'a pas la simulation de Martin. Si, elle apparaît lui aussi. Allez, les Fourcades qui se remettent là véritablement dans le bain et qui vont pourquoi pas aller jouer le podium. Regardez, 32 secondes à peine de retard sur Volkov qui n'a pas commis la moindre erreur. On le rappelle, Martin en a commis 2, c'est-à-dire que Martin a mis 1 minute 30 sur la piste à Volkov. C'est un avion de chasse. C'est un avion de chasse, exactement. Mais pas un Sukhoi, hein, plutôt un Mirage. Simon Détieux. Allez, Simon, effectivement, le dernier parti pour cette équipe de France. Une première faute sur ce premier debout pour Simon, mais là aussi avec 1 minute de pénalité, on peut jouer tout à fait à la gagne. Artem Prima qui faisait partie de la doublette ukrainienne à l'occasion du single mixte de ce dimanche et qui réalise, ma foi, plutôt une belle épreuve individuelle. Avec cette 2e minute de pénalité, ça aurait pu être encore mieux. Il aurait pu venir talonner Semenov. Alors Simon Détieux sort 10e à 1,12. Donc c'est pas mal. Au sortir donc du premier debout. Hein. Exactement, du 2e tir. Ouais, ça c'est une très bonne chose, très bonne indication effectivement pour Simon Détieux. Nos Français ont la glisse, nos Français jouent les premiers rôles à l'occasion de cette première épreuve individuelle de la saison. Simon Schempp va réaliser le temps de référence avec une seule petite pénalité, un 19 sur 20 dans ces conditions. Gilles, ça peut vous donner la gagne, d'autant plus qu'il a été rapide sur les skis. Ouais, d'autant que c'est Simon Schempp, donc c'est pas n'importe qui. Voilà. Donc à partir de là, je pense, s'il gagne pas, il sera pas loin de la vérité, on va dire. Ah oui, Simon Schempp qui a fait l'effort là jusqu'au bout pour tenter d'aller chercher cette victoire, cette première victoire de la saison. Loren Bailey, lui, l'américain, a craqué. Il y a peut-être cru jusqu'au dernier debout, mais ces 2 minutes de pénalité vont peut-être l'empêcher de monter sur le podium. Eric Lesser. Eric Lesser sur son dernier debout avec 2 fautes, ça fait beaucoup. On parlait de 2 minutes de 2 fautes, 2 minutes de pénalité. Avec Loren Bailey, eh bien Eric Lesser a fait de même. Il sort très très loin. Ah oui, quasiment 4 minutes de retard pour Simon Schempp. Je regardais en même temps le nombre de victoires tout simplement de Simon Schempp. Il en compte 4 sur le circuit de la Coupe du Monde à titre individuel. On se souvient encore une fois de ce doublé du côté d'Antols avec le sprint puis la poursuite et puis de cette victoire pour un cheveu sur Quentin Fillon-Maillet.
Il a vraiment décollé l'an passé, quoi, on va dire. Là, on voit le bras à l'arrivée. Il sait que, vu les conditions, il a sorti une grosse course. Encore une fois, c'est pas fini. Mais il est bien en place quand même. Effectivement, là, il va falloir aller le chercher. Là, Simon Schempp, ça paraît quand même compliqué. La dernière boucle de Johannes Beu. 3 fautes, 3 minutes de pénalité. Là, ça paraît quand même compliqué d'aller chercher le podium. Effectivement, il va plutôt matcher hein, pour la 7e position, 8e. Ouais, il sera au-delà peut-être du top 10. Pas provisoirement en tout cas, puisqu'il va venir se placer devant Tchepelin à la 8e place. Mais il y a encore pas mal d'athlètes sur la piste. Il n'a que le dossard 33 à Johannes Beu, 35 pour Tarier. Ah bah les deux frangins Beu qui ne se sont pas vraiment lâchés hein, au niveau du chrono. Ouais, on les entendait beaucoup mieux que ça. Il me semble que le vent est moins fort qu'en début de course et peut-être qu'ils ont été désavantagés à un moment ou à un autre par justement cette force du vent. L'un des derniers partants de cette individuelle, c'est Daniel Mezotic, l'Autrichien. Ah, ça fait quelques années hein, qu'on le voit, Daniel Mezotic sur le circuit. Quelques décennies. Quelques décennies, voilà, exactement. Mais c'est toujours avec grand plaisir. Et puis il est performant, donc pourquoi s'en priver? Ouais, allez, Jean-Guy Béatrix, il avait été très bon sur son premier coucher. Il faut réitérer pareille performance avant de pouvoir potentiellement jouer un podium. Zekrig Mazé derrière la lunette avec certainement le sentiment du devoir accompli, en tout cas provisoirement pour Jean-Guy qui va ressortir à plus d'1 minute 20 tout de même, mais il est dans le top 10. Il est devant. Il a déjà ses 2 minutes de pénalité, donc avec le plein sur le dernier tir, ça peut faire une belle place. Il y en a un qui va réaliser également une belle course, une nouvelle fois. C'est Lindström devant son public. Lindström qui avait bien terminé d'ailleurs la saison passée à Canty Manzik, puisqu'il avait pris les 7e places du sprint puis de la poursuite. Pas loin, si je ne m'abuse, d'être d'ailleurs ses meilleurs résultats de la saison. J'avoue là que je ne me suis pas penché sur l'intégralité de ses résultats la saison passée. Et on voit qu'il commence à être vraiment dans le dur. On a un petit kilomètre de l'arrivée, un peu plus. Ça commence à être très difficile. Ouais, dur de doser hein, comme cela son effort sur, on le rappelle, 5 boucles de 4 km. Ah, Babikov qui lâche la dernière. Dommage pour le Russe qui aurait pu rallier la mi-course avec le sans faute. C'est vrai que là aussi, hein, il y a quand même une densité des Russes qui est assez impressionnante. Ils sont nombreux une fois de plus sur le circuit. Ouais, je sais pas combien il y a de biathlètes en Russie, mais ça se compte, je pense, par milliers. Donc il y a un vivier qui est monstrueux. Donc forcément, il en sort quelques-uns du chapeau, quoi. Parce qu'ils sont en plus nombreux, mais à chaque échelon du biathlon mondial. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup en Coupe du Monde. C'est déjà une nation forte en Coupe du Monde, mais vous en mettez autant, voire plus en IBU Cup, dans les catégories jeunes. Enfin, c'est assez, le vivier est inépuisable. Et nous venons d'assister au sans faute de cet individuel, et il est l'œuvre d'un Russe. On parlait de ces Russes, il en sort toujours un du chapeau, et aujourd'hui c'est Alexei Volkov. Alors Volkov, quand même, sur la piste, c'est pas le plus rapide. Est-ce que selon vous, Gilles, je vais quand même demander de vous mouiller un petit peu sur ces derniers 4 km, est-ce qu'il peut conserver ses 17 secondes d'avance sur Schempp? Je pense que non. Ah voilà, vous êtes mouillé. On va prendre le pari, mais je pense également que ça risque d'être compliqué pour... 17 secondes, 4 km, dernier tour. Il est à 0-0, Schempp à 2 minutes de pénalité. Les Allemands, on connaît leur force quant au fait d'aller vite sur les derniers tours. Oulé continue à nous faire son numéro. Ah, c'est magique, ça c'est magique. On a vu pendant ce temps-là, effectivement, le tir parfait de Einar Bjørndalen. Quelle beauté dans le geste, vous le disiez, c'est le plus beau fondeur du plateau.
Martin est pas mal. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand même, mais lui, c'est vraiment un danseur. C'est la classe. Quoi. On rappelle 94 victoires en Coupe du Monde pour Einar Bjørndalen qui continue à 41 ans d'être plus que compétitif puisqu'il est encore une fois en lice pour une victoire. C'est tout simplement incroyable. Allez, les supporters suédois qui donnent de la voix pour leur représentant le plus performant en tout cas sur ce début de saison et sur la fin de saison passée, puisque je vous parlais de ces 7e places au sprint et en poursuite à Känti-Mänsic. Et bien Lindström qui poursuit, qui a dû faire une très belle préparation estivale, puisqu'il est encore une fois très performant. On voit Simon Fourcade, dernier virage avant d'arriver sur le pas de tir. Simon, son dernier tir debout. Son premier a été parfait. La seule petite balle lâchée, ça a été tout de suite. Alors là, il vient se placer sur le tapis numéro 30. D'ailleurs, à côté, il y a un certain Martin qui vient tout juste de se positionner. Voici les deux hommes. Est-ce que là, ils se mettent le plus possible à l'abri? Exactement, il y a le vent vient de gauche vers la droite et ils se mettent à l'abri du bâtiment qui est juste à côté. Ouais, là. Ah, Martin malheureusement qui a lâché ses balles. Une faute également pour Simon. Ah, 3 fautes pour Martin qui va recoller. Martin qui a joué et qui a perdu sur ce dernier tir debout. C'est cher, c'est très cher. Très cher, oui. Allez, Simon, lui qui va peut-être jouer encore le top 10 si il s'emploie sur la piste, sur cette dernière boucle. Regardez les deux frangins quasi synchrones. Est-ce que Martin peut potentiellement aller aider Simon sur ce dernier tour pour qu'il réalise une place, ou là on est vraiment dans une course individuelle et je sais pas trop, il est capable de le faire, hein, de se dire allez, pour l'instant il est 17e, Martin, est-ce qu'il peut aider Simon à aller chercher des secondes? Donc il est imprévisible. Il est imprévisible et on rappelle, là il sort 17e, donc il est quand même dans les points. Il marquera des points certains, pas de gros points, mais des points tout de même au classement de la Coupe du Monde. Ce sera toujours mieux que l'an passé. Oui, forcément. Voilà, hein, parce que l'an passé, on le rappelle, cette course loterie avait été vraiment défavorable à Martin qui avait terminé au-delà de la 80e place, je crois, enfin en tout cas. 84 il me semble, un truc comme ça. Bien vu, 84e. Ah, malheureusement, Simon Détieux qui lâche là ses deux premières balles. 2 minutes de pénalité pour Simon. Et oui, le petit râle là au sortir de ce deuxième tir couché. Alors là aussi la difficulté c'est que ces coureurs ont réglé la carabine durant l'heure avant la course, donc ça fait déjà un petit moment que les conditions ont pu changer, donc il faut savoir rectifier. Ça c'est toujours un danger, quoi. Attention au Slovaque, Maciaško avec son dossard 86 qui pour l'instant a réalisé un sans faute qui semble se poursuivre. Non, il va devoir cliquer après cette première balle, cette troisième balle du tir couché sorti. Ouais, il était déjà très en retard. Voilà, les skis, donc, il va reculer, effectivement. Ouais. Il n'était pas très vite là, Miroslav Maciaško, puisque Simon d'ailleurs qui est parti avec le dossard 87, donc 30 secondes plus tard, eh bien on l'a vu tirer Simon Détieux avant Maciaško. Donc il avait effectivement déjà perdu pas mal de temps sur la piste. On va peut-être faire un petit point du classement avec Einar Bjørndalen donc en tête devant Alexei Volkov et Dominique Landertinger au sortir du troisième tir, le deuxième couché. Quant à Fillon-Maillet qui à ce moment-là au sortir du troisième tir est en 11e position, mais des garçons ont fait des fautes. Et Quentin Fillon-Maillet, il peut peut-être jouer le podium, parce que pour l'instant,
à l'arrivée, si on prend les résultats à l'arrivée, il me semble bien que Quentin reste eh bien en deuxième position à égalité avec Emil Svensson. Effectivement, les deux hommes sont à distance respectable de Simon Schempp. Pour le rappel, il y a 1 minute 16 d'écart, 1 minute 16 et 9 dixièmes exactement entre Simon Schempp et Svensson et Fillon-Maillet. Mais pour l'instant, les deux hommes sont en deuxième position. Donc même si un garçon venait s'intercaler, eh bien il pourrait être deux sur le podium. Exactement. À la 3e place. Et ce serait déjà une superbe performance pour Quentin. On le rappelle, ce serait tout simplement son deuxième podium en Coupe du Monde. Voilà, après la 2e place sur la Mastart de Ruhpolding. Imaginez sur 50 minutes de course, ouais, au 10e près. C'est fou. Exactement. Sur du biathlon, quoi. C'est ça, c'est ça. Et allez, Alexei Volkov qui lui eh bien, joue là peut-être la victoire. On va voir le temps par rapport à Simon Schempp. C'est déjà derrière, je pense. Allez, oui, effectivement, parce que d'autant plus que le plan là, de la caméra écrase. On est sur une partie montante. Et effectivement, il va basculer derrière. Mais ça fait partie de ces garçons qui pourraient venir s'intercaler entre Simon Schempp et puis la doublette Fillon-Maillet-Svensson. Il va être en 2e position. Il y a quand même une 16. Mais après, il y a encore le petit gars rouge là, qui arrive. Exactement, on va le suivre, le petit gars rouge, comme vous dites, Einar Bjørndalen. Avant d'entendre justement le premier français qui en a terminé, c'est Antonin Guigona. On va tout de même voir le temps intermédiaire de Einar Bjørndalen, parce qu'on est tout simplement en train de jouer une 95e victoire sur le circuit de la Coupe du Monde. Oui, vous ne rêvez pas, cet homme-là, ce jeune homme à 41 ans, il est tout simplement monstrueux. Et j'allais dire, il a quasiment le double de l'âge du garçon que l'on va entendre, Antonin Guigona. On l'écoute, le français. Ouais, c'est long, c'est une course difficile et j'ai pas su moi tenir la distance, puisque je prends 3 minutes de pénage sur le dernier tir. Voilà, c'est une longue course. J'ai hâte d'être samedi parce que j'espère mieux pouvoir gérer sur une course de moitié de distance avec seulement 2 tirs. Allez, bien sûr qu'il a hâte d'être à ce week-end, et nous aussi on a hâte de le suivre. Il faudra également une réponse peut-être de la part de Jean-Guillaume Béatrix, notamment sur le tir debout, avec de nouvelles fautes pour Jean-Guy. On le retrouvera lui aussi sur le sprint et la poursuite de ce week-end, à n'en pas douter, dans de meilleures dispositions sur des formats plus courts. À noter encore une fois qu'au niveau des conditions météo, certes le vent est toujours présent, mais on a plutôt été verni de ce point de vue là. Oui, c'est vrai, la neige a arrêté de tomber, donc c'est vrai que même ceux qui sont partis derrière sont limite avantagé, quoi, on va dire. J'ai bien peur, mon cher Gilles, qu'Alexei Volkov soit en capacité de venir se placer derrière Simon Schempp et de finalement prendre la 3e place du podium. Oui, parce que oui, il va prendre la 2e place provisoire, mais derrière il y a une fusée rouge, un quadragénaire qui va vouloir venir obtenir une nouvelle victoire. Une 95e en carrière, je parle bien sûr d'Ole Einar Bjørndalen. Mais que ce serait beau, qui plus est, imaginez, c'est la première course de la saison pour sa dernière saison en carrière. Bon, du coup, s'il commence à regagner, il va peut-être rempiler, oui. On va le retrouver en Corée. Il s'est bien battu, en tout cas, Alexei Volkov, avec son niveau de ski qui n'est pas celui d'un Simon Schempp, par exemple. Bon, quand vous sortez du pas de tir et que vous jouez la gagne, voilà. Dans la tête, il se passe des choses quand même. Donc, vous allez chercher là où vous n'êtes jamais allé, en fait. Donc, voici le monstre qui arrive au pas de tir. Eh oui, avec Birkeland pour l'instant qui lui est au pas de tir, mais bien sûr Birkeland qui lui a remporté le relais mixte avec l'équipe de Norvège, bien sûr, puisque les Norvégiens ont tout simplement remporté les 2 relais.
Et puis Fanny Horn, désormais, enfin moi je l'appelle toujours Fanny Horn, mais quand même c'est Fanny Birkeland, mine de rien. Donc voilà, sa femme, sa compagne, a remporté elle le single mixte. Donc le couple Birkeland a toujours fière allure. Allez, le dernier tir. Il est Narbjørndalen. Là, c'est tout simplement pour qu'il a envie de les mettre. Pour la gagne. Oh oui, il s'applique. Ce serait l'un des seuls 20 sur 20 avec Alexei Volkov. Il va prendre le temps. Il va prendre le temps de lâcher ses 2 dernières balles. Il est costaud dans la tête. Et vous entendez le public suédois. Et puis les Norvégiens qui sont venus en voisin. Superbe Olei Narbjørndalen. Le deuxième sans faute simplement. Et oui, les Suédois et les Norvégiens qui communient ensemble. Ils ont fait le court déplacement depuis la Norvège pour venir admirer peut-être pour la dernière fois. Oh, les Norvégiens qui sont là seront à Oslo, vous pouvez en être sûr, au mois de mars. Ils le reverront, j'imagine, pour voir les dernières courses. C'est énorme. Dans les Narbjørndalen. Je peux vous dire que tous les coachs au bord de la piste de n'importe quelle nation vont l'encourager. Ça, c'est sûr. Martin qui en termine, il a été très vite sur les skis et on se demandait s'il allait prendre dans ses skis Simon. Eh bien non, c'est à titre personnel. Il a peut-être mis une dernière mine sur la fin. On n'a pas vu l'intégralité de la boucle. Je pense qu'il a bien vraiment fini fort. Il y a 13 secondes, il sortait à 17 je crois. Donc oui, très vite sur les skis. Et ça fera un bon résultat pour les frangins Fourcade et notamment pour Simon qui est 5e provisoire, qui va peut-être un petit peu reculer mais qui sera dans le top 10. Un autre très bon résultat, c'est pour Quentin Fillon-Maillet que l'on entend, que l'on écoute au micro de Blandine Alençon juste à l'arrivée. Vous le voyez, il est 4e provisoirement à l'issue de ces 20 km. Un petit peu surpris parce que j'ai eu des difficultés au tir sur les dernières courses à Souchon et puis même à l'entraînement un petit peu avant de venir. Donc j'étais un peu dans l'inquiétude avant la course. Et puis sur les skis, je savais que les sensations étaient bonnes, donc il ne restait plus qu'à assembler tout ça pour faire une belle chose. Et puis finalement, 2 fautes, c'est pas un tir extraordinaire, mais c'était largement assez pour faire une belle course aujourd'hui. Et donc maintenant, je croise les doigts pour que les autres loups fassent quelques pénalités derrière pour que je garde ma place sur le podium. Une belle course, il va continuer de croiser les doigts. Quentin Fillon-Maillet, ce sera de toute façon une très belle place au final pour le tricolore. Il n'y aura peut-être pas de 2e podium dans sa jeune carrière, mais il a encore une longue carrière devant lui. Regardez, à 40 ans, on est capable d'aller chercher encore des podiums et la plus belle place, la première, même si encore rien n'est fait. Bien évidemment, on ne souhaite surtout pas de mal à Olei Narbjørndalen. Mais bon, il faut parcourir ces 4 derniers kilomètres sans encombre. Ça, il sait faire. Normalement, effectivement. Et quitte à se faire sortir du podium, autant que ça soit par lui. Voilà, c'est vrai. Simon Détieux qui va en terminer le dernier tir debout pour Simon. Allez, ce serait bien en tout cas de terminer avec ces 3 minutes de pénalité, là pas plus. Ouais, c'est bien, le rythme est bon, qui plus est pour Simon. 4 sur 4. Ouais, 5 sur 5 avec un bon rythme. Et on a vu le geste de Siegfried Mazet à la lunette. Ça prouve qu'il est encore présent et lucide. Simon, c'est un gars qui part en général assez doucement. C'est un diesel, on va dire, malgré son jeune âge, et qui peut finir très fort. Il sort 14e. On va voir ce que ça donne à la fin de la boucle. Et ça, c'est intéressant. Simon qui avait été d'ailleurs sacré champion du monde junior de l'individuel du côté de Nové Mesto en République tchèque. C'était en 2011. Donc il aime ce format. Et Maciasko toujours avec cette unique faute, cette unique pénalité pour le Slovaque, mais beaucoup moins vite sur les skis, vous le voyez. Il aura du mal même à jouer la 10e, même avec un 0. On rappelle qu'à l'arrivée, c'est Simon Schemp qui est toujours aux commandes devant Alexei Volkov pour un peu plus de 11 secondes.
Emil Svensen et Quentin Fillon-Maillet sont à égalité à la 3e place. Simon Fourcade est en 5e position à 1 minute 37. Et puis il a fait l'effort, Martin Fourcade est 14e. Il marquera tout de même des points intéressants. Il va concéder peu de points, par exemple sur Anton Chipoulin qui est 11e. Il va concéder peu de points sur Johannes Beu, par exemple, qui est également juste devant lui. Donc voilà, sur des adversaires directs pour le gros globe. Ça aussi c'est important, il n'y a pas que le fait d'aller chercher des victoires et des podiums. Il faut marquer les adversaires. Exactement. Et encore une fois, comme on l'a dit l'an passé, ça s'était très très mal passé. Et puis il est quand même allé chercher le globe. Donc voilà, il pourra s'en vouloir pour ses balles sorties. Je pense qu'il va remettre les choses en ordre. En tout cas, je l'espère, dès le sprint, comme il sait faire. Et puis il sera peut-être un petit peu piqué au vif également de voir ses compatriotes Quentin Fillon-Maillet et Simon Fourcade, son frère aîné, et bien être devant finalement sur ce résultat du premier individuel de la saison. Lars Birkeland avec 2 minutes de pénalité, lui ne devrait pas pouvoir intégrer le top 10. Encore une fois sur son plan, hein, on le dit, on le répète, mais c'est vrai que la perspective est quelque peu écrasée. C'est une partie montante de ce tracé casse-pattes d'Östersund. Ça va pas vite, la bosse elle est longue, donc la terre il est très très loin. Donc, il va être au-delà du top 15, aux alentours de Semenov. Aux alentours donc de la 15e position. Et oui, le dernier kilomètre, on risque de le suivre avec Ole Einar Bjørndalen qui va passer à l'intermédiaire, justement à cet intermédiaire à 18 km/8. Un petit peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée pour Ole Einar Bjørndalen. Et cette avance qu'il devrait pouvoir conserver sur Simon Schempp. Alors il y a 400 mètres de cela, il avait encore 30 secondes d'avance. 30 secondes, point 9. Donc on va voir vraiment sur cette montée ce qu'il a conservé, ce qu'il a perdu. Bon, ouais, voilà, 2 secondes, c'est de la gestion norvégienne, c'est de la gestion de Bjørndalen. Pas sûr qu'il gère à ce moment-là de l'action, ouais. Il est bien à bloc, ça c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, la fin de la boucle. Bien sûr, il y a des parties techniques et tout. Ça, il sait faire, le garçon. Donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Là, il reste un long plat montant qu'on voit pas. Et ensuite, 2-3 petits virages en descente. Une toute petite bosse. Et la délivrance. Et ils en sont ahuris. Là, on a vu un supporter norvégien qui, je pense qu'il faut le pincer pour qu'il croie véritablement ce qui est en train d'arriver. Parce qu'évidemment, on souhaite tous que Ole Einar Bjørndalen réussisse encore et encore de très belles performances. Mais là, venir remporter une nouvelle victoire, parce que c'est ce qui lui tend les bras désormais, à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. On suivra, n'en pas douter, je n'ose imaginer l'inverse, l'arrivée d'Ole Einar Bjørndalen, même si Dani Mezotic, l'expérimenté autrichien, bon, qui est quasiment le même âge, hein, si je dis pas de bêtises. 9 ans, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, il est de 2 ans son cadet, en effet, mais c'est la même génération, l'autrichien. Pas forcément avec le même succès. Dommage, il était pas loin également de réaliser pareille performance, même si encore une fois sur les skis, hein, on voit la différence, puisqu'il y a 1 minute de pénalité, sûr, oui. Mais il est à 2,30, donc il a pris 1 minute 30 par rapport à Bjørndalen sur la piste. Les derniers 400 mètres. Oui, toujours plus de 28 secondes d'avance. C'est fait. C'est fait, effectivement, on peut d'ores et déjà l'annoncer. Il a juste une toute petite bosse et nous, on va le voir arriver devant la cabine. Alors l'an dernier, il n'avait pas remporté de victoire. Il avait pris la 2e place sur le sprint d'Oberhof. Il avait terminé également avec une belle 9e place sur le sprint de Känti-Mänzik. Après, il avait remporté des victoires à titre collectif. Il avait par exemple remporté le relais dans le Tols avec le relais norvégien. Mais voilà,
il est encore en capacité de gagner. Et là, c'est tous les supporters venus ici à Östersund, et je peux vous dire tous les commentateurs également dans les cabines qui sont debout pour observer la dernière ligne droite de cet homme, Ole Einar Bjørndalen, le Norvégien à 41 ans, qui vient remporter une 95e victoire en carrière. Et Gilles, on n'oublie pas la victoire en fond spécial. Exactement. Bien sûr. Monsieur Bjørndalen. Ah, c'est déjà un moment d'histoire que l'on vient de vivre tout simplement à l'occasion de cette première étape, de cette première course individuelle de la saison. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'émotions là dans le stade. Parce que voir cet homme qui ne vit vraiment que pour le biathlon, être encore performant à ce point-là, c'est tout simplement remarquable. Là, les mots me manquent vraiment pour qualifier la performance de cet homme. Et voyez cette hargne encore, 41 ans. Il était aux Jeux Olympiques en 94 à Lillehammer, exactement. Oui, oui, bien sûr. Imaginez le nombre de départs en Coupe du Monde, d'heures d'entraînement, de kilomètres d'entraînement. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. Il était encore là au mondiaux de Kontiolahti. Alors encore une fois, il sélectionne maintenant ses épreuves. L'an dernier, par exemple, il avait zappé cette ouverture à Östersund. Il était venu, non, il n'était pas venu par exemple à Polyuka également. Il avait zappé Oslo également chez lui la saison passée pour aller faire derrière les finales à Khanty-Mansick. Donc il va peut-être un petit peu plus sélectionner d'année en année, quoique bon, il fait quand même encore une majeure partie de la saison de Coupe du Monde. Mais c'est toujours avec un objectif de gagne. Ça n'est pas pour faire de la figuration. C'est pas parce qu'il n'a pas d'autre chose à faire. C'est parce qu'il est encore en capacité de venir s'imposer. Mais connaissant le garçon, s'il continue à performer comme ça début de saison, il se peut qu'il joue le général, hein, qu'il se remette ça dans la tête. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. Oui. Parce qu'ils ont prévu de zapper, je crois, la tournée nord-américaine justement pour préparer Oslo. Voilà. Là, c'est vrai que pour mais bon, on ne sait jamais avec ce gars-là. On ne sait jamais, effectivement. Andrea Birnbacher, l'un des Allemands, qui ne va pas venir matcher pour la victoire avec Ole Einar Bjørndalen et son compatriote Simon Schempp, qui donc ne va pas remporter une 5e victoire en Coupe du Monde. Le jeune Simon Schempp, enfin, il a encore de nombreuses années. Allez, Simon Détieux qui va forcer lui aussi pour intégrer le top 15. C'est un très bon résultat d'ensemble hein, pour les Français. Il faut le signaler. Quentin Fillon-Maillet, donc 4e ex-aequo, il est bouté hors du podium avec Emil Svensson depuis l'arrivée d'Ole Einar Bjørndalen. Simon qui va peut-être terminer dans le top 15. Oui. Allez, faire l'effort sur Anton Chipoulin. Allez, c'est pas mal ça, parce que ça enlève encore quelques points à Anton Chipoulin hein, entre 12e et une 13e place. Et bien ça reste à l'avantage de Martin Fourcade, donc il fait également le jeu du leader de l'équipe de France de biathlon. Et bien je vous propose une courte respiration publicitaire. On va se remettre de nos émotions et puis on reviendra bien évidemment débriefer cette 95e victoire en Coupe du Monde de Monsieur Bjørndalen. Et nous voici de retour sur cette piste d'Östersund où Arvidsson devant son public en termine. Là nous n'allons plus normalement avoir de garçons qui sont en capacité de venir jouer les tout premiers rôles, même si nous avons vu Daniel Mezotich en terminer à l'instant. L'expérimenté autrichien, décidément les vétérans sont en très grande forme en ce début de saison, puisque Daniel Mezotich intègre quasi le top 10, il est 11e. Il est 11e, on l'avait dit, c'est une course d'expérience, même si des jeunes pousses comme Quentin Fillon-Maillet qui fait une course absolument géniale, même s'il est au pied du podium. Ouais, voilà, un jeune coureur qui malgré tout tire son épingle du jeu. Allez, un garçon qui va peut-être venir s'immiscer là dans le top 10, c'est Birkeland. On a vu qu'il était en forme. Ça risque d'être compliqué pour passer devant Simon.
Eder, ça devrait également passer derrière l'Autrichien. Par contre, la 8e place de Landertinger, ça va se jouer vraiment à un détail et il va passer derrière. Il restera devant Semenov, donc il va faire un petit peu reculer nos tricolores, même si ça reste un bon résultat d'ensemble pour nos biathlètes tricolores. D'ailleurs, avant de rappeler les places, puisque là, hormis Björnmacher, me semble-t-il, hormis l'Allemand qui est encore en piste, ça ne devrait vraiment plus bouger. Peut-être un petit mot, vous teniez à préciser les temps de ski sans pénalité, en l'occurrence, Gilles. Exactement, c'est les analytiques, comme on appelle ça. Donc ça vient de sortir. Martin Fourcade, meilleur temps, assez bizarrement. Hein. Il met quand même 49 secondes à Bénédicte Doll. Oui, c'est ça qui est peut-être assez impressionnant. Ouais. Simone Shep, 1,06. Ensuite, on a Tarjei Bø, Quentin Fillon-Maillet, 6e temps à 1,22. Grosse course. Jean-Guillaume Béatrix, 1,33. Simon Détieux à 1,42, 14e temps. Et Simon Fourcade à 1,43, tout de suite derrière, à la 15e place. Je pense que les Français, bien sûr, sont très en forme, mais je pense qu'on peut, j'imagine, féliciter le travail des techniciens qui a dû être absolument fabuleux. Ouais, parce qu'on a vu qu'ils avaient de très bons skis, les tricolores. Ils avaient les jambes, ils avaient les skis. Après, il y a eu quelques petites erreurs au tir qui ne pardonnent pas lorsqu'il s'agit de l'individuel, puisqu'on le rappelle, hein, plutôt que 20, 25, voire 30 secondes que l'on perd sur la note pénalité, c'est 150 mètres, et bien c'est 1 minute qui est ajoutée automatiquement à son chrono, et donc c'est bien plus pénalisant. Je vous parlais de Björnmacher, justement, celui qui va peut-être être le dernier à s'immiscer dans ce top 10 provisoire et désormais quasi définitif, alors qu'on en a vu Øystein Bjørndalen répondre d'ores et déjà à nos confrères de la NRK, à nos confrères de la télévision nationale norvégienne pour eh bien 95e succès en carrière. C'est tout simplement magique. Ils étaient 106 si je ne m'abuse sur la liste de départ. Vous le voyez, ils sont donc tous en train d'en terminer. Bon résultat de Björnmacher. Peut-être également une indication, Gilles, on voit que peu importe quasiment le groupe dans lequel se situaient les athlètes, chacun a eu sa chance pour performer. Finalement, la piste a très bien tenu et les conditions ont plutôt été régulières, ce qui est quand même à remarquer pour Östersund. C'est vrai, on était mauvaise langue à la prise d'antenne et la neige s'est arrêtée, du coup la piste est restée compacte et du coup c'était très fair play. Donc ma foi, c'est parfait comme ça. On a eu du suspense quasiment jusqu'à la fin et on a assisté quand même à un très bel individuel. Un très très bel individuel et on va écouter d'ailleurs celui qui termine deuxième tricolore aujourd'hui. On rappelle que c'est Quentin Fillon-Maillet qui va terminer premier français avec une belle 4e place à égalité avec Emil Svensson. Il s'en est fallu de peu, alors pas forcément en temps puisque Alexei Volkov a quand même plus d'une minute d'avance sur le duo Svensson-Fillon-Maillet, mais c'est Simon Fourcade qui a finalement bien commis 2 erreurs au tir et qui termine à un peu plus de 2 minutes de Øystein Bjørndalen. Et bien on va écouter justement l'analyse du Catalan à l'issue de sa course au micro de Blandine d'Alençon. C'est vrai qu'au départ, c'était pas comme au relais, j'étais pas aussi relâché, j'avais un petit peu plus de tension, je savais qu'il y avait un petit peu plus de gros noms au départ, donc j'ai mis bien. J'étais très craintif sur mon premier tir et c'est la raison pour laquelle j'en rate une, j'ai pas été assez à l'attaque. Ensuite sur le reste de la course, je regarde pas grand chose, je fais une petite erreur sur le dernier tir qui me fait échapper le podium, mais j'étais bien dedans. Voilà, une balle ça peut de temps en temps échapper. Là j'ai pas eu l'impression de faire une grosse erreur, elle est pas dedans, c'est malgré tout un bon départ. Je sais pas si la 6e phase va tenir jusqu'à la fin, mais j'ai l'impression que ça devrait, donc voilà, 6e pour un départ avec de très très bonnes sensations sur les skis quand même, c'est de bon augure pour la suite.
Ouais, la confirmation pour Simon Fourcade. Cette 6e place, on peut aller d'ores et déjà l'affirmer. Elle va tenir parce qu'on voit désormais des garçons à l'image de Mia Dovzan qui termine loin à plus de 5 minutes de la tête. Et c'est tout l'encadrement norvégien qui peut être félicité. Pour en revenir à ce que vous disiez, oui, c'est toute la victoire d'un staff, des entraîneurs et bien sûr les techniciens aussi qui ont dû faire du beau boulot. Et tout seul, dans le sport en général, on est bon à rien. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Alors que l'on revoit ces magnifiques images d'Ole Einar Bjørndalen, félicité par Svendsen. Et puis la joie là, pour le coup qui n'est pas du tout feinte de la part de Svendsen. Là, il est heureux de la victoire de son aîné. C'est sûr. Il n'a pas fini de serrer des mains, je pense, ce soir. Puis peut-être encore toute la semaine. Tout le monde est forcément content de vivre ça et de voir ça parce que c'est vraiment un phénomène et puis une grosse émotion. On rappelle également les 7 titres olympiques, bien évidemment, au palmarès monumental, puisqu'on a parlé des victoires en Coupe du Monde. Et alors là, je compte même plus les titres de champion du monde, parce qu'entre les individuels et les relais, il y en a pléthore. Bon, il y en a un qui va certainement venir taquiner ce palmarès monstrueux, en tout cas on l'espère, parce qu'il a encore quelques très belles années devant lui. C'est Martin qui bien nous fait l'amitié de s'être arrêté au micro de Blandine Alençon, malgré une course, on va dire, en demi-teinte. Écoutez ce qu'il en dit. Le sentiment est mitigé, c'est pas une bonne course pour moi, je dois être 18, 20e au final. C'est pas une bonne course comptable, il y a des bonnes choses à prendre, surtout au niveau du ski. J'ai retrouvé des super sensations aujourd'hui que j'avais pas eu sur les premières courses de la saison, que ce soit en fond ou en biathlon. Après voilà, le biathlon c'est pas que le ski, c'est aussi le tir. Et aujourd'hui il m'a manqué ce petit supplément d'âme sur le dernier debout qui fait que je vais chercher un bon résultat. Donc voilà, c'est une déception au niveau du résultat. Après il y a des bonnes choses à prendre pour la suite, la forme est là et voilà, je suis globalement satisfait du niveau d'ensemble. Après, il va falloir resserrer les vis au niveau du tir pour arriver samedi plus précis que je l'ai été aujourd'hui derrière la carabine. Il va falloir resserrer les vis pour Martin Fourcade pour venir taquiner non pas Alexei Volkov que l'on a vu en 3e position, à moins que Alexei Volkov nous montre de la constance sur la saison. Mais bon, on pense plutôt à ce garçon, Simon Chem, que l'on annonçait véritablement comme l'adversaire numéro 1, peut-être avec Anton Chipoulin, le russe, ou Yakovak, en tout cas les garçons qui ont terminé dans le top 5 du général la saison passée. Je pense également au Frangin Beu, bien sûr, mais donc il va falloir resserrer les vis pour revenir au sommet, aux côtés de ces garçons. Mais c'est vrai que ce soir on va même peut-être mettre de côté la course en tant que telle, parce que la victoire d'Ole Einar Bjørndalen c'est vraiment au-dessus de tout. C'est l'événement du jour au niveau du biathlon, évidemment. Pour la suite, c'est un sprint. On a vu que Martin était assez monstrueux sur les skis aujourd'hui, 49 secondes d'avance. On rappelle qu'il a le meilleur temps de ski encore une fois du plateau. Voilà, ça c'est aussi. Donc samedi c'est un sprint, un format qu'il adore. C'est sûr qu'il va resserrer les boulons. On connaît bien le garçon pour le coup, donc on peut s'attendre à de très belles choses ce week-end.